À mon sens, l'ingénierie est une des professions les plus internationales sur la planète. Les finissants, les jeunes diplômés, qui soient même très juniors, sont rapidement envoyés aux quatre coins de la planète, délocalisés, expatriés, à travailler dans des équipes multiculturelles, voire même à rester au Québec, mais à travailler avec des équipes qui sont en Inde, en Chine, au Sénégal, au Brésil, peu importe. Donc, les compétences internationales sont devenues vraiment un enjeu essentiel pour les ingénieurs. Avec son réseau de partenaires universitaires et industriels partout dans le monde, le TS a vraiment tout mis en place pour faciliter l'accès à l'expérience internationale aux étudiants de l'école. Dans mon cas, ça s'est fait très rapidement, le départ pour la Chine. C'est un pays vraiment différent et puis j'ai beaucoup gagné à faire ce voyage-là. La plus grande compétence, celle qui est la plus remarquée, c'est mon adaptabilité. Le fait que j'ai été capable de m'adapter rapidement à un environnement de travail, à une nouvelle équipe, à un nouveau langage. J'ai souvent dû à travailler dans des langues que je connaissais pas ou des accents qui étaient très, très, très difficiles à comprendre. On avait des rencontres avec des industriels. On a appris comment rédiger un CV pour des compagnies internationales. Par exemple, un CV européen, un CV américain, qui est différent du CV canadien. J'ai vu quelque chose de vraiment différent au Danemark qui m'a inspiré, qui me change, moi, en tant que futur entrepreneur, qui me donne le goût de partir en entreprise puis de faire comme eux. De plus en plus, les employeurs demandent à l'ETS de leur envoyer des diplômés qui ont un savoir-faire, des compétences, des attitudes, des comportements, des qualités de communication interpersonnelle, de communication interculturelle, des connaissances linguistiques qui, selon eux, sont absolument essentielles pour les jeunes ingénieurs qui sont envoyés justement un peu partout sur le terrain, travailler à l'international. Sur le plan linguistique, je me suis beaucoup développé au niveau de l'anglais. Et là-bas, j'ai eu la chance d'apprendre le mandarin, 10 heures par semaine de mandarin. Quand on arrive dans une équipe de travail multiculturelle et qu'on a une problématique scientifique à adresser, on se rend compte que rapidement la culture entre en jeu. Donc, les différences, par exemple, de la notion du temps, la ponctualité, les échéanciers, le rapport hiérarchique avec son supérieur, le rapport aussi avec ses collègues, une approche beaucoup plus théorique dans certaines cultures, une approche très appliquée, entre autres dans la culture nord-américaine, où on va rapidement faire des essais, on va rapidement en laboratoire, en phase de test, alors que dans d'autres cultures, on procède d'une réunion à l'autre à explorer les approches théoriques, les formules mathématiques, avant de passer à l'action. L'avion sur lequel je travaillais était fait en partie en Allemagne, en Angleterre, en France. Donc, des fois, il fallait avoir des réunions par intercom avec tous les gens, les différents accents, donc qui parlaient en anglais. Ils sont très bons d'essayer de comprendre tout le monde, puis ils parlaient en espagnol par-dessus ça. Donc, moi, ça me donnait des gros mots de tête. J'étais assez impressionnée. C'est ça qui est intéressant, c'est la différence qu'on voit au retour. C'est pas mieux ici, c'est pas moins bon, mais on voit les différences. On voit combien d'heures qu'on travaille par semaine, on voit combien de vacances qu'on a, puis on compare avec ce qu'on a vu à l'étranger. Le lien qu'a l'employé avec son patron. Donc, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus près qu'ici. La structure décisionnelle, la structure patronale est beaucoup moins pyramidale, disons. À l'université là-bas, les Chinois, les étudiants qui sont là-bas, travaillent beaucoup, très fort. Ils sont beaucoup intéressés à leur succès parce qu'il y a beaucoup de compétition. Le nombre de gens qu'il y a dans ce pays-là, pour se démarquer des autres, il faut travailler fort. J'ai remarqué qu'en Espagne, il y avait un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Contrairement à ici, que notre vie professionnelle prend beaucoup de place, on est pressé toujours. En entreprise au Danemark, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout est basé sur le développement durable. Mais pour eux, le développement durable, c'est pas seulement d'utiliser du papier recto verso puis recyclable et avoir une entreprise verte. C'est et financier, et entrepreneurial, et environnemental, mais aussi personnel. Dans le fond, les entreprises veulent vraiment joindre la vie familiale des employés à leur vie professionnelle pour qu'elle ne fasse qu'une. Dans le domaine aéronautique, comparé à Montréal, l'Espagne, leurs méthodes sont assez similaires. Par contre, on voit que la culture n'est pas pareille. Je m'occupais de l'inspection des moteurs qui arrivaient sur la chaîne de production des avions. Au début, à chaque fois que j'allais faire une inspection ou je rencontrais des nouvelles personnes, il fallait dire bonjour en donnant des becs. Donc, ça m'a pris un bon 5 minutes de donner des becs à tout le monde devant le moteur. Donc, j'ai trouvé ça assez spécial parce qu'ici, c'est pas comme ça. On est plus distant.
L'étudiant n'est pas seul dans ces démarches-là, bien au contraire. Et il y a plus d'une centaine d'étudiants maintenant de l'ETS à tous les ans qui bénéficient de ce programme de mobilité internationale. Vous réveillez le matin, aller à vos cours, c'est une routine, mais il faut absolument que vous preniez l'opportunité d'aller faire une progression personnelle autre que dans un environnement scolaire. Le conseil que je donnerais, en fait, c'est de pas trop réfléchir puis foncer parce que c'est sûr qu'ils regretteront pas leur décision. C'est le temps au baccalauréat de faire des expériences comme ça, de partir, on n'a pas trop d'attaches. Quand on a à se débrouiller à tous les jours, les gens ils vont nous aider, les gens vont communiquer avec nous, puis on va vraiment apprendre à s'ouvrir sur le monde. Ils vont tout faire pour qu'on soit vraiment heureux dans leur environnement. Donc même si on a à partir seul, il faut partir quand même. Je n'ai jamais rencontré, mais jamais, un étudiant qui est revenu de mobilité internationale et me dire « je regrette mon séjour ». Mais c'est impensable, c'est jamais arrivé. Si vous voulez partir ou si vous avez l'idée de partir, c'est tout simplement de s'écouter, de ne pas avoir peur de l'étranger, de ne pas avoir peur de l'inconnu, parce que c'est un peu ça, et puis de bien étudier les destinations. Il y a beaucoup d'opportunités présentement, puis il va y en avoir encore plus. Il suffit de prendre la chance et de le faire. Je pense que tous les étudiants de l'ETS devraient faire au moins un stage à l'international au cours de leurs études, parce que je trouve que c'est essentiel, ça l'ouvre l'esprit, ça te permet d'augmenter ta débrouillardise, ta maturité, donc ça prépare vraiment bien pour le marché du travail. Même si on voit beaucoup d'informations à la télé ou sur Internet, quoi que ce soit, c'est pas la même chose que de le vivre en personne. Les étudiants qui partent à l'international, quand ils se retrouvent sur le marché du travail, c'est souvent eux qui ont les emplois les plus intéressants puis qui ont les défis les plus intéressants à relever. Voyager, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit et ça ne peut qu'être bénéfique. Même si on a vécu des hauts et des bas, forcément, dans le cadre d'une mobilité internationale, on en sort grandi, enrichi, emballé et fier surtout d'avoir surmonté justement ces obstacles-là. Donc, ça ne se regrette pas une mobilité internationale, bien au contraire.